Démocratie, Dominique Schnapper, bon, c'est en général un mot, une notion qu'on emploie isolément. Or, en tout cas dans vos derniers travaux, et je pense surtout, enfin, c'est pas si récent que ça, mais quand même, la démocratie providentielle, ça doit être 2002 si mon souvenir est exact, mais vous employez très souvent l'expression d'utopie démocratique. Alors moi, j'ai envie de vous demander en quoi la démocratie, à vos yeux, est-elle une utopie? Alors, la démocratie, qui repose sur l'organisation de la société par la citoyenneté, affirme que la source de la légitimité politique et la source du lien social reposent sur la communauté des citoyens, c'est-à-dire l'ensemble de citoyens libres et égaux. Et l'idée d'une communauté de citoyens libres et égaux ne correspond évidemment pas à l'observation qu'on peut faire des pratiques sociales dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'elle donne un principe qui est un idéal et qui, de fait qu'il est un idéal qui sans doute ne peut pas être transcrit tel quel dans la réalité des relations entre les hommes, reste utopique, même si j'ajoute toujours que c'est une utopie créatrice. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce principe qu'est organisé le monde du public, la séparation du public et du privé, l'ensemble des libertés publiques et l'ensemble des institutions par lesquelles s'organise la démocratie. Donc c'est une utopie parce qu'elle pose un idéal que la société concrète ne peut pas réaliser, mais en même temps c'est au nom de cet idéal que peuvent s'organiser les institutions qui concrètement donnent tout de même un sens concret à cette utopie. Mais par définition, donc, la démocratie serait inachevée, ça vous venez de le dire, mais inachevable. Elle est inachevée, inachevable, et elle suscite des déceptions. Elle suscite des déceptions puisque à la réalité telle qu'elle se déroule, on peut toujours opposer la juste critique de l'idéal qui n'est pas rempli. Et donc il faut apprendre la relativité de la critique en même temps que la critique. La critique est naturelle et souhaitable puisqu'elle est le sens, elle est au fondement de la liberté politique. Mais en même temps, il faut la relativiser puisque elle porte sur un but qui est inatteignable. Alors, est-ce qu'on peut raccorder immédiatement la démocratie à la notion d'universel, sachant qu'il y a deux points peut-être qu'il faut préciser. De même que votre travail sociologique, on peut le qualifier de style sociologique français, et que vous connaissez par ailleurs très très bien la sociologie américaine, canadienne, indienne, enfin tous les grands sociologues de ce monde, diriez-vous qu'il existe, alors de même qu'il existe des styles sociologiques, diriez-vous qu'il existe des styles démocratiques ou plusieurs manières d'aborder ce que vous qualifiez de démocratie, d'utopie démocratique, qui s'appuie sur la communauté des citoyens? Les formes historiques concrètes des différentes démocraties sont différentes, parce que les démocraties ne sont pas nées à partir de rien, elles sont nées dans des collectivités nationales qui existaient depuis longtemps dans les pays européens, et qu'elle est née de manière différente, c'est-à-dire selon des processus historiques qui ne sont pas les mêmes. Et en fonction des traditions nationales qui précédaient l'avènement de la modernité politique, symboliquement, disons, à la fin du XVIIIe, ces différentes traditions font que les formes démocratiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Alors on peut dessiner deux types du citoyen. Et longtemps, il y a eu ce débat entre le citoyen à la française et les citoyens à l'anglaise, pour le dire rapidement. Le citoyen à la française, qui est né de manière révolutionnaire, de manière anti-religieuse, anti-traditionnelle et anti-monarchique, et qui vise à l'universel. Et le modèle
plus proche de celui des Anglais, où la démocratie est née progressivement, par étapes successives, en s'appuyant sur les traditions, les groupes particuliers, les collectivités intermédiaires, alors que les Français théorisaient, et d'ailleurs pratiquaient plutôt, le rapport direct entre l'État et les citoyens, et a toujours eu une certaine réticence à l'égard des corps intermédiaires. Et les autres démocraties sont plus ou moins proches d'un de ces modèles ou de l'autre, les deux modèles n'étant jamais complètement réalisés, puisque si les révolutionnaires ont affirmé la suppression des corps intermédiaires, ils sont évidemment revenus sous la forme des partis, des syndicats, des pouvoirs régionaux qui existent en France comme dans les autres pays. Mais malgré tout, il y a un style particulier des différentes démocraties, et on le voit bien au moment où on essaye d'organiser l'Europe, puisque les peuples sont spontanément acquis à telle ou telle forme. On n'a jamais pu trouver, par exemple, un mode de scrutin qui soit commun aux différents pays européens. Parce que même le mode de scrutin, qui paraît assez technique dans la logique des institutions démocratiques, fait tellement partie de la tradition de la démocratie telle qu'elle s'est établie dans les différents pays que chaque pays de l'Europe vote pour les élections européennes en fonction de son propre mode de scrutin, ce qui montre bien que les formes historiques peuvent être très différentes. Alors vous parlez d'utopie démocratique et vous parlez, et très souvent, c'est l'objet du livre qui s'appelle ainsi, de démocratie providentielle. C'est-à-dire, d'une démocratie finalement où il n'y aurait plus de limites à revendiquer, des droits, et une démocratie où la tolérance généralisée deviendrait la vertu cardinale. Et donc tout serait possible. Donc, et quand je dis tout serait possible, c'est-à-dire que vous entendez par démocratie providentielle finalement le fait que c'est une démocratie qui n'a plus de limites. Alors la démocratie providentielle, ce que j'ai appelé la démocratie providentielle, c'est-à-dire cette démocratie qui se donne comme objet premier le bien-être de ses membres, fût-ce aux dépens de leur qualité de citoyens, et qui remet donc en cause le principe d'organisation des sociétés démocratiques, a été une étape dans la réflexion sur ce que j'ai appelé l'esprit démocratique des lois. L'esprit démocratique des lois, c'est le moment où les principes d'organisation de nos sociétés, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, l'individualisme, sont poussés à l'extrême, de telle sorte qu'ils risquent de se détruire eux-mêmes. Et ce concept de démocratie extrême, je l'ai emprunté à la grande tradition philosophique, puisque Platon l'avait déjà utilisé, et surtout Montesquieu, qui parle de la démocratie extrême, c'est-à-dire le moment où, en termes sociologiques modernes, les institutions de la République, lui parle de République, mais c'est la même idée, les institutions de la République ne sont plus conformes à leurs propres principes et donc risquent de se décomposer. C'est-à-dire c'est le moment où la liberté que garantit la démocratie peut devenir la licence, c'est-à-dire le non-respect des règles qui organisent cette liberté, parce que toute liberté demande à être organisée. Et le moment où les règles qui organisent la liberté ne sont plus respectées, on risque de passer de la liberté à la licence. Ou l'égalité, qui est un principe fondateur de tout notre droit, le droit privé comme le droit public, le moment où l'égalité devient ce que j'ai appelé l'indistinction, c'est-à-dire où on ne fait plus de distinction entre les jeunes, les vieux, les savants, les ignorants, les compétents, les incompétents, où tout le monde a droit à la même reconnaissance sur tous les sujets, indépendamment de ses qualités qui peuvent être positives ou négatives. Et là où on tombe donc dans une tolérance généralisée qui veut dire l'indistinction des valeurs. Or, il faut être tolérant sur tout ce qui est tolérable, mais il faut aussi savoir ne pas tolérer ce qui est intolérable. Il y a de l'intolérable. Et l'idée que toutes les cultures sont les mêmes est une idée fausse. On ne peut pas juger une culture supérieure à une autre. Nous en reparlerons à propos de la relation à l'autre. On ne peut pas juger une culture dans son entièreté supérieure à l'autre, mais on peut trouver un certain nombre de traits culturels dans les autres cultures qui, eux, ne sont pas tolérables. Et donc, il y a ce danger que l'égalité, qui est un très beau principe et qui organise nos sociétés, puisse dériver vers ce type
de modalités d'indistinction. Et évidemment, ce que j'ai appelé la démocratie providentielle, c'est-à-dire l'effort en lui-même parfaitement légitime pour donner des conditions décentes à tous les citoyens, ce qui fait partie du projet démocratique, risque de transformer le citoyen simplement en ayant droit, qui n'est plus sensible à la dimension politique de la vie collective, mais simplement aux intérêts personnels qu'il peut avoir en tant qu'ayant droit. Mais alors pourquoi, s'agissant de la démocratie providentielle, vous dites qu'elle constitue un défi particulier à la société française, parce que c'est elle qui a poussé le plus loin l'effort pour créer sur le modèle religieux et contre lui une forme de transcendance politique. C'est-à-dire que vous dites un défi particulier, ça veut dire que ce n'est pas le même en Espagne, pas le même en Italie, pas le même en Allemagne, etc. Quelle est cette spécificité, ce défi particulier français? Je crois que la nation française est une nation très politique. Elle l'a toujours été, et elle a été constituée d'abord par les rois au cours des siècles, puis par la Révolution, autour d'un projet politique à partir de populations particulièrement diverses. Et les Français sont très français par la politique et par la langue, ce qui n'est pas le cas d'autres nations européennes. Il y a beaucoup plus d'homogénéité. Vous parlez de l'Espagne. L'Espagne est un pays beaucoup plus homogène que les Français. La Suède est un pays, jusqu'à une date récente, parce que maintenant, avec le nombre des immigrés qu'ils ont, ils ont de nouveaux problèmes. Enfin, pendant longtemps, la Suède a été une nation très homogène, comme l'est le Japon, par exemple, beaucoup plus homogène, et qui était plus réunie en nation par un sentiment de collectivité du peuple que par un projet spécifiquement politique. Et la France, c'est la France dans la modernité, s'étant définie par le projet révolutionnaire, est un peuple pour lequel l'affaiblissement de la citoyenneté remet particulièrement en cause l'intégration sociale elle-même, et pas seulement l'intégration politique. C'est pour ça que vous parlez de défi. Donc c'est un défi, oui, c'est un défi plus particulier, disons, dans notre cas. Mais il existe dans les autres démocraties. Mais la France est réunie tout de même autour de ce projet politique monté contre la tradition. C'est ça qui a fait la France moderne. Et autour quand même de l'idée de citoyen, autour de l'idée d'un projet unique, celui que la France voulait porter au monde. Enfin, c'est autour de ces notions-là que s'est construite une unité politique. Et si elle devient simplement une réunion de producteurs et de consommateurs, elle remet peut-être plus en cause que dans d'autres pays la vocation de citoyen de la nation démocratique. Oui, mais la France, c'est la nation française, et comme vous le dites très justement, c'est ce lien particulier avec la transcendance politique. La transcendance républicaine, oui. La transcendance républicaine. Oui. Et en même temps, vous n'arrêtez pas d'affirmer, à juste titre, qu'il y a peut-être des nationalistes xénophobes, mais les authentiques patriotes, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à mourir pour la patrie, ne sont pas légion aujourd'hui en France, non? Oui. Oui, le patriotisme. Bon, je veux dire, être attaché à la société dans laquelle on est né, qui vous a formé, qui vous a socialisé, est un sentiment naturel. Évidemment, le patriotisme a pris des formes historiques qui sont très différentes. On était, dans le temps du patriotisme, on était prêt à mourir pour la patrie. Et en tout cas, en plus, à travers la patrie, à certaines idées. Les héros de la Seconde Guerre mondiale défendaient la France, ils défendaient aussi une certaine idée de l'organisation politique, les plus purs d'entre eux en tout cas. Aujourd'hui, on constate, c'est un fait. Alors, il est vrai que le patriotisme peut dériver lui aussi assez facilement vers le nationalisme, c'est-à-dire l'exclusion des autres et l'hostilité aux autres. C'est vrai. Mais le patriotisme en tant que tel n'est pas un sentiment méprisable, c'est un sentiment assez naturel. Or, de fait, on constate que dans les démocraties européennes, le patriotisme, aller mourir pour la patrie, bon. Mais le nationalisme
chinois, dans les différents pays d'Asie et dans beaucoup du reste du monde, reste un sentiment très très fort, Très fort. Hein. et qu'il ne faudrait pas sous-estimer, parce que, à la suite des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la transformation de la vie sociale dans les démocraties européennes, il est affaibli en Europe. C'est un phénomène européen. Même aux États-Unis, il reste encore un nationalisme qui est Bien une sûr. démocratie qui est Et très dans fort les- et qu'il ne dans faut les- pas sous-estimer. Dans les ex-pays de l'Est, il est très fort aussi. Le Et dans les pays nationalisme. de l'Est, c'est quand même Croatie, la révolte contre le monde soviétique a été une révolte des nations Ouais, et des ouais. nationalismes des pays de l'Est. Donc l'inquiétude que je manifeste sur l'affaiblissement du patriotisme tient évidemment à l'idée que les nations européennes qui sont avec des nations créées par les Européens, soit en Australie ou en Amérique, risquent d'être affaiblies par cet affaiblissement du patriotisme. Alors bien sûr, on ne peut que se réjouir de la fin d'un nationalisme qui a conduit aux horreurs du XXe siècle. On ne peut pas avoir une vue nostalgique sur ce qu'ont été les formes qu'a pris le patriotisme, mais en même temps, encore une fois, le patriotisme, c'est un sentiment naturel. Alors, ce qui soutient la démocratie en France, vous venez de le réaffirmer, donc c'est l'État-nation, c'est avec tout ce qu'il s'ensuit. Et on a l'impression que vous êtes pour le moins à un tournant de l'histoire, mais enfin nous sommes tous peut-être à un tournant de l'histoire. Vous dites, l'État-nation n'est pas la fin de l'histoire. Et plus loin, vous dites, l'Europe n'est pas plus naturelle que la nation et l'ethnie. C'est-à-dire que nous sommes un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, il semblerait à vous lire que vous cherchez plutôt, disons, à renouveler l'élan de la nation républicaine, si je puis dire, et de garder une certaine spécificité liée à notre histoire, liée à l'histoire de France, et notamment depuis la Révolution française. Vous n'êtes pas une anti-européenne acharnée, mais vous n'êtes pas européiste béate. Donc, Dominique Schnapper, vous nous guidez comment? Je suis pas une politique, donc je suis pas là pour guider. Mon inquiétude, puisque ça trahit, si vous voulez, cette complexité que vous relevez à juste titre, trahit mon inquiétude. Je ne peux pas ne pas voir que la démocratie ne s'est développée que dans le cadre national jusqu'à présent. Il n'y a pas d'exemple où elle n'est pas prise et où elle n'est pas bénéficiée, que c'est un régime fragile, complexe, abstrait, fruit d'une éducation. Et donc, elle n'a pu se développer qu'en bénéficiant des liens sociaux concrets et historiques transmis par le sentiment et l'existence des nations pré-démocratiques. Donc, quand je me pose sur le plan théorique, on peut très bien concevoir une démocratie qui soit au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau européen, ou d'ailleurs infranational au niveau régional. Il n'y a pas de lien logique, de nécessité entre la dimension nationale et la démocratie. Mais il y a un lien historique. Et ce lien historique, malgré tout, interroge. Parce que, bien que l'expérience historique ne soit pas très longue, il y a entre 2 siècles et 2 siècles et demi, donc si tout de même il y a eu ce lien et il n'y a pas eu d'autres expériences, il doit y avoir une raison. Et cette raison, c'est ça, c'est la fragilité de la démocratie et l'apport que lui apportait la force des liens nationaux. Et donc, si on entend par Europe le rapprochement avec les autres pays européens, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être pro-européen. Je veux dire, la fin des guerres européennes, le rapprochement, les échanges de culture, les échanges de biens économiques, on ne peut pas être contre, ça n'a pas de sens. Mais l'inquiétude de la construction européenne en tant qu'organisation juridique et politique porte sur la possibilité d'en faire une institution démocratique qui ne soit pas fondée justement sur la force des liens nationaux. Or, la construction européenne a pour effet pervers d'affaiblir l'État national,
Ce qui, en soi, n'aurait pas d'importance si les problèmes démocratiques se posaient au niveau européen. Ce que je trouve souhaitable quand on regarde, quand on se met dans une perspective géopolitique et qu'on regarde le monde, on se dit que les 500 millions de consommateurs qui feraient une entité politique munie d'une volonté politique, ce serait très important. Mais il faut être réaliste et voir comment les choses se passent. Et mon inquiétude, c'est qu'on affaiblisse la pratique et l'idée démocratique au niveau national sans pour autant la créer au niveau européen. Et donc qu'on fasse de l'Europe une espèce de ventre mou de la politique dans une situation du monde où le monde est très violent et très dangereux. Contrairement à Régis Debray, vous n'opposez pas frontalement la démocratie à la République, mais néanmoins, l'affaiblissement de la République représentative n'a de cesse de vous inquiéter à nouveau. Oui, elle m'inquiète beaucoup. Et je dois dire que je comprends mal l'opposition entre République et démocratie. Mais peu importe. Ce qui m'inquiète et ce dont nous parlons, c'est que la démocratie, c'est le respect des pratiques démocratiques. Et que quand les institutions et les pratiques démocratiques, ou républicaines, si vous voulez, en France, on les appelle républicaines, ne sont plus respectées, c'est la démocratie elle-même qui est remise en question. Je n'ai pas de doute sur le fait que les peuples souhaitent la liberté politique, parce que ça me paraît faire partie du destin humain. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes sur la possibilité par les peuples d'apprendre à organiser et ensuite à respecter les institutions de la démocratie. Et en ce moment, on a le sentiment que, mon père citait toujours Toynbee, « History is on the move », que l'histoire et l'histoire de la démocratie est de nouveau un problème historique.